Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi et honoré de vous retrouver pour ce 45e, oui déjà, épisode de votre podcast de formation favori. Alors, je vous l'annonce d'emblée, cet épisode est spécial, je dirais même totalement inédit. En effet, on vous propose un épisode miroir, c'est-à-dire un épisode où un autre trio va prendre nos places. Et inversement. Bref, on a fait le concept de on a échangé nos maisons, mais en mode podcast. Donc c'est un épisode où vous retrouverez la structure habituelle qui fait la renommée de CQLP. 3 actus, 3 chroniques et 3 recos. Mais sans Nico, Lio et moi-même, Jérôme. Non, cette fois-ci, on a fait appel à un trio de choc, un trio français, eux-mêmes animateurs d'un podcast sur l'éducation. Il s'agit de nos confrères Talam de Nipédu. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce podcast, sachez qu'ils en sont à leur 11e saison et plus de 175 épisodes. Bref, une référence pour nous et nos 45 petits épisodes. Et surtout, ils arrivent à respecter une règle que nous ne réussissons jamais, mais absolument jamais, rester sous les 60 minutes par épisode. Bref, une quête quasi inaccessible pour nous. Donc, en résumé, ce ne sera pas votre trio belge favori au micro aujourd'hui, mais bien un trio français. Et l'accent français, donc, sera davantage mis sur l'éducation que sur la formation professionnelle en tant que telle. Quoique, je ne vous en dis pas plus. Et évidemment, en raison d'une entente franco-belge on ne peut plus cordiale, l'inverse est également réalisé. Nous investissons aussi un épisode de Nipédu en prenant leur structure et rubrique habituelle, mais avec nos propres voix. Les 2 épisodes croisés sortent en même temps, quelle belle preuve de collaboration et d'amitié franco-belge. Bref, ce concept de vie ma vie en mode podcast, merci déjà à nos amis de Nipédu d'avoir accepté ce challenge un peu fou quand même. Alors, avant de leur laisser les clés de l'épisode, laissez-moi vous les présenter, ou plutôt on va les saluer et les laisser se présenter. Je commence par l'instigateur de ce crossover et celui qui prendra donc en main l'animation de cet épisode. J'ai nommé Fabien. Salut Fabien. Salut Jérôme, merci de nous accueillir dans ce beau podcast de CQLP. Je suis hyper content de te retrouver ce soir au micro. Top. Et ensuite, à sa gauche, il y a l'animateur délégué de Nipédu, Régis, qui a failli enregistrer l'épisode de sa voiture. Salut Régis. C'est pas faux. Salut. Ouais, je suis ravi d'être là, dans d'autres murs pour cet épisode. J'ai trop hâte qu'on se lance. Top. Et enfin, celui qu'on présente chez Nipédu comme le chercheur en éducation de la bande. Salut Jean-Phi. Salut Jérôme, bonsoir à tous et à toutes, un grand plaisir d'être là. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que nous avons mis 7 saisons avant de réussir à faire un épisode de 60 minutes et nous allons nous faire un plaisir de réexploser cette limite ici chez vous ce soir puisque c'est tout autorisé. Mais c'est bon, ça veut dire que nous on a encore 4 épisodes où on peut complètement faire péter les scores avant d'essayer de passer sous les 60 minutes. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour ceux ou celles qui nous écoutent, mais voilà. Ok, les garçons, il est maintenant temps pour moi de vous laisser. J'ai déjà assez parlé. Donc, je laisse les clés à Fabien qui prend en main l'animation de cet épisode. Je sais pas si tu fais bien. Écoute, voilà, il m'a fait un peu peur, il m'a menacé, donc je lui ai dit, ok, je vous laisse. Mais voilà, oubliez pas d'éteindre les lumières et de fermer la porte en partant. Et surtout, amusez-vous bien les copains. On va essayer. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Ciao. Les garçons, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec vos actus perso. Régis, on peut commencer par toi si tu veux bien. Allez, c'est parti. Ouais, moi, j'en ai une double, mais je vais commencer par une première pour pas exploser le format dès le début. Si j'ai bien compris, on est sur une actu pro. Ce qui nous préoccupe en ce moment, moi, je suis dans une phase de recrutement. C'est tout nouveau pour moi et pour le coup, c'est passionnant en fait de scruter des CV, des lettres de motivation, d'échanger avec certaines personnes qui appellent directement. Donc, exercice nouveau, passionnant et risqué, puisque la responsabilité, elle est importante. On est une équipe pas très grande, donc le fait de devoir recruter en plus quelqu'un qui finalement succède à mon propre poste, donc je sais bien les besoins autour de ce poste-là, et en même temps, il faut que je me déconnecte complètement de tout ça. Donc ça, c'est vraiment mon actu du moment, comme on dirait ailleurs. Et est-ce que tu peux en profiter? Et j'ai le droit de poser une question. Ah, pardon. Est-ce que tu peux en profiter et pardon Jean-Philippe pour cette respiration volée mais étant donné que c'est moi le taulier ce soir, tu vois, je prends un peu l'ascendant. Régis, est-ce que tu peux rappeler, s'il te plaît, quelle est ton activité professionnelle pour laquelle tu viens de nous donner cette actu? Jolie manière de l'aborder. Oui, effectivement. Donc moi, je suis directeur d'un atelier canopé.
plus précisément l'atelier Canopée de la ville qui a la plus belle place du monde, c'est-à-dire Nancy. Et donc effectivement, je recrute un formateur, ce qu'on appelle médiateur encore pour le moment, à Réseau Canopée. Et qu'est-ce que le réseau Canopée, s'il te plaît, Régis? Ah, ok, c'est vrai qu'on n'est pas en France, là, il faut que je me mette dans la peau, on est en Belgique. Réseau Canopée, c'est un opérateur public sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et qui a pour mission la formation continue des enseignants, en tout cas la formation continue non disciplinaire, on va dire. Jean-Phi, tu voulais rebondir sur l'intervention de Régis ou prendre la suite? Non, je voulais rebondir sur l'intervention de Régis et lui demander, justement, puisqu'on est dans un podcast de formation professionnelle et que du coup, un peu du jour au lendemain, tu te retrouves à faire des recrutements. Est-ce que tu as l'impression qu'il te manque de la formation pour faire ça? Alors, figure-toi que j'ai eu de la chance et à ma prise de poste en tant que directeur, j'ai eu tout de suite bénéficié. J'en ai demandé une formation autour de ça, autour du recrutement. Donc j'ai eu 3 jours autour de cette question-là qui était passionnant. Alors en mode distanciel, j'avais un petit peu des doutes, mais les personnes qui ont fourni cette formation, justement, m'ont vraiment beaucoup aidé sur cette question-là. Il s'agissait en fait à la fois de recrutement et d'entretien professionnel et tout ça croisé. Bon, ça m'a bien aidé, mais j'avoue que le biais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme je recrute quelqu'un qui va succéder à mon poste précédent, je connais très bien ce poste, donc ça aide aussi beaucoup, quoi. Ouais, carrément. Des super conditions. Donc vous l'aurez deviné, nous sommes 3 et c'est Jean-Phi qui a interpellé Régis. Et là, vous vous demandez, d'accord, très bien, mais qui se cache derrière ce diminutif, derrière ce sobriquet de Jean-Phi? Eh bien, c'est Jean-Philippe Mette. Jean-Philippe Mette, qui es-tu et quelle est ton actualité? Alors moi en plus elle est directement liée à mon activité professionnelle. Donc alors moi je suis encore pire qu'un Français, c'est que je suis un Français qui travaille en Suisse. Donc je travaille dans une haute école pédagogique à Lausanne. Donc c'est un centre de formation des enseignants, donc plutôt formation initiale et puis enseignant de la scolarité obligatoire, donc du primaire jusqu'au gymnase, disent-ils en Suisse, n'est-ce pas? Et donc mon actu est pleinement là-dedans puisque nous venons de rentrer dans le début de la session d'examen. Donc on a plein d'étudiants qui courent dans les couloirs ultra stressés. Et en fait non, le truc moi j'ai de très bons souvenirs de très vifs souvenirs de mes périodes d'examen quand j'étais étudiant. Donc je me rappelle très bien du stress et je compatis beaucoup au stress de mes étudiants. Et en fait, je découvre le stress bien que ça fasse plusieurs années que je le fais maintenant, mais je découvre le stress aussi de l'enseignant qui donne un sujet d'examen. En fait, quand tu es dans un auditoire et que tu donnes un sujet d'examen et que tu as 400 étudiants qui planchent sur le sujet d'examen, t'as le petit stress d'avoir la petite boulette que t'as pas vue ou le petit truc que t'as mal fait, tu vois, et que d'un coup c'est quand même toujours une petite pression. Alors bon, c'est pas la même pression que nos étudiants, les enjeux sont pas tout à fait les mêmes, mais ça n'empêche que en ce moment ça m'habite pas mal parce que là du coup j'en enchaîne quelques-uns et voilà, j'ai toujours ce petit, au moment de les 10 premières minutes, le temps qu'ils lisent le sujet, j'avoue j'ai toujours ce petit palpitant pour être sûr qu'on n'a pas laissé des trop grosses bourdes dans les sujets. Voilà. C'est rigolo les garçons parce que ah putain, on se marche dessus, hein. On se marche dessus. Vas-y Régis. Est-ce que tu aurais pas des exemples de boulettes que tu aurais faites ou que tes collègues ont fait les dernières années, puisque ce stress est là, il y a eu des précédents, j'imagine. Alors ouais, c'est une bonne question. Ouais, il y en a eu. Alors attends, j'essaye de réfléchir. Ouais, alors il y en a. Alors c'est pas de mon fait, mais tu sais c'était un examen QCM. Et puis t'avais 6 possibilités de réponse, sauf que les 2 dernières possibilités de réponse c'était les réponses aucune et toutes. Et en fait en face c'était marqué 6 et 7. Et sur la feuille, c'est la feuille optique sur laquelle il fallait colorier le truc, en fait il y avait pas le truc 6 et 7, il y avait A pour aucune et T pour toutes. Et en fait il y a plein d'étudiants que ça a complètement perturbé. Parce que du coup ils savaient pas où il fallait colorier la petite case, et en fait à tel point que des étudiants en échec, bon qui l'ont su après du coup, mais tu vois, en échec ont invoqué ça comme argument de recours pour essayer de faire annuler l'examen, tu vois, par exemple. Ok, alors une petite erreur quoi. Les garçons, je vois que vous êtes des habitués de CQLP et que vous tentez de faire une première partie lancement aussi longue que celle dont nous gratifient nos amis Lionel, Jérôme et Nico. On est libre chez CQLP. Oui, on est chez eux après tout. Et moi, je vais me présenter rapidement. Je suis Fabien et je suis directeur de la production dans une association qui s'appelle École Huma et qui propose des contenus de formation et de développement professionnel pour les acteurs du monde éducatif, que ce soit des enseignants ou des cadres éducatifs. Et mon actualité, figurez-vous les garçons, qu'en ce moment, j'ai envie de dire un peu supérieur, un peu suffisant, ce qui n'est pas du tout mon habitude,
L'intelligence artificielle générative, il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui l'utilisent et il y a des gens qui la font. Et figurez-vous que c'est ça mon actualité. On est en train de développer une application et je m'amuse énormément puisque ces derniers jours, j'ai fait passer beaucoup de tests utilisateurs sur un produit minimum viable et c'était une super expérience. Jean-Philippe, j'ai beaucoup pensé à toi parce que c'était presque une nouveauté pour moi, ces tests, ces entretiens quali, comme on peut dire, et c'était vraiment trop cool. Voilà. Alors c'est une IA pour faire quoi, Fabien? Ça je peux pas le dire, c'est top secret. Si je te le dis, il faut que je te descende derrière. Après. Mais non. Je vous en dirai plus un petit peu plus tard, mais puisque on s'adresse aux acteurs du monde de l'éducation, il y a quelque chose à aller autour de l'inclusion, l'adaptation et l'accueil des élèves à besoins spécifiques. Voilà. Oh, ok. C'est pas tout les garçons, mais il faut peut-être qu'on annonce le programme de cette émission. Alors vous connaissez la règle, 3 chroniqueurs, 3 chroniques qui vont aller explorer les grandes thématiques du monde de la formation et bien la deuxième chronique de la soirée, ce sera toi Régis. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Écoute, je vais vous emmener dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire du changement. Et tu parles suédois aussi dans ce laboratoire, non? Ou norvégien? Engström, Jurjo. Oh, j'adore quand tu parles scandinave, ça me fait quelque chose. Jean-Philippe, toi, de ton côté? Alors moi, je vais vous emmener faire un petit tour vers le knowledge management, puisque nous sommes dans le cadre d'un podcast formation professionnelle, et puis me demander si de la recherche à la formation, il y aurait pas un petit peu de bullshit ou pas. On verra bien. J'ai hâte. Et puis moi, je vais vous parler tout de suite de comment j'ai percé sur LinkedIn. Chronique numéro 1. J'ai lâché ma veille pour percer sur LinkedIn. Et le résultat est époustouflant. Quand j'ai annoncé aux garçons, lors du dernier comité de rédac de Nipédu, mon intention d'abandonner ma veille informationnelle pour consacrer ce temps quotidien à LinkedIn, leur réaction était unanime et sans appel. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas encore nous inventer? Mais pourquoi tu t'imposes ça? J'en passe et des meilleurs. Emoji visage souriant avec des cornes et emoji visage en colère avec des cornes. C'est vrai que j'entretiens un rapport complexe et ambigu avec les réseaux sociaux. C'est la foi du converti peut-être. Côté pro, Insta, Facebook ou YouTube sont des incontournables de ma boîte à outils digitale. Et côté perso, je dois confesser que j'adore me vautrer dans les thèses et les discours technocritiques, voire apocalyptiques, où les réseaux sociaux seraient la cause de la fin de notre civilisation. D'ailleurs, si vous êtes de ma team, je vous invite à aller lire ou à relire d'urgence Les ingénieurs du chaos de Giuliano da Empoli sur la manipulation de masse à l'ère des réseaux sociaux. En bon passionné de culture digitale, donc, ma vie avec les réseaux sociaux, c'est une tension permanente, un « je te like, moi non plus » qui me dit tantôt « vas-y », tantôt « n'y va surtout pas ». Seulement voilà, en ce mois de juin, j'ai franchi le pas. Emoji point d'exclamation et d'interrogation. Pourquoi m'imposer ça? M'a-t-il été demandé plus haut. La faute ou le mérite en revient à Solène Thomas, que j'ai récemment entendu dans le podcast The Storyline. J'avais envie d'en apprendre davantage sur le copywriting et j'ai eu un crush en entendant le témoignage de Solène. Copywriter, ghostwriter, mais aussi coach éditorial LinkedIn, Solène, dans son interview, ne semblait s'adresser qu'à moi et susurrer à l'oreille de mes névroses informationnelles et organisationnelles. Avec un peu de méthode, selon elle, on peut percer sur LinkedIn en moins de 4 heures par semaine en mêlant valorisation de son business et veille professionnelle. Le tout sans y laisser sa santé mentale. Amazing. Emoji fusée et emoji feu. Inspiré par cette interview, me voilà bien décidé à mettre en action un plan qui me trottait dans la tête depuis mars 2021 lorsqu'un poditeur m'avait rétorqué lors d'un club Nipédu. Moi, je préfère organiser ma veille sur les réseaux plutôt qu'avec un agrégateur de flux RSS. C'est bien moins froid, bien plus humain. À l'époque, j'avoue avoir pensé que ce gars était un petit bolos. Le challenge LinkedIn 21 jours qui se dessinait dans ma tête allait être l'occasion d'en avoir le cœur net. Emoji détective. Avant de vous parler de ce challenge, laissez-moi vous parler de ma bonne vieille veille informationnelle. Vous aurez remarqué au passage l'auto-virlang que je viens de m'imposer et qui constitue un challenge à lui tout seul. C'est que ma veille, les amis, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux verts cramés à la lumière bleue. Imaginez et fignolez,
avec soin. Depuis plus de 10 ans, ma veille informationnelle repose sur une mécanique bien huilée, dont je suis méga fier. Une réussite personnelle sur laquelle je fais reposer une bonne partie de ma vitalité et de mon développement professionnel. On ne force pas la curiosité, on l'éveille, comme aime à le rappeler Gérald Thiraud en citant Daniel Pénac sur la home de son site La Veille de Gérald. Emoji haltérophile. Donc le challenge 21 jours LinkedIn, c'est quoi ? Ne me connaissant que trop bien, je savais que cette tentative de conversion, aussi provisoire soit-elle, ne pouvait exister sans un minimum de contraintes. Je m'en suis donc fixé 5 en m'appuyant sur ce qui me semblait être peu ou prou les fondamentaux de l'engagement et du passage à l'action. 1. Établir une période de test de 21 jours pour favoriser, le cas échéant, l'installation et l'émergence d'une mini-habitude. 2. Partager et m'engager urbi et orbi. J'ai expliqué à mes collègues le challenge en m'engageant à leur présenter à chacune de nos réunions hebdo le post LinkedIn de la semaine. 3. Je documente chaque jour l'expérimentation. 4. J'y consacre le même temps que pour ma veille, à savoir environ 3 heures par semaine. Et 5. C'est la plus douloureuse des 5 contraintes. Je n'ouvre pas mon InnoReader pendant les 21 jours du test. Au moment où je lis cette chronique, j'en suis à 14 jours d'expérimentation. Et avant d'aller plus loin dans nos échanges, j'ai une question qui me taraude vraiment, les gars. Quel est l'emoji pour lequel vous seriez prêt à donner votre vie ? Alors ça, c'est une bonne question. Personnellement, elle n'a pas été citée dans cette chronique. Emoji tête de mort, peut-être? Oh, le gars, si tu fais référence à ma coupe de cheveux, c'est vraiment pas sympa. Non, moi, c'est le signe rock'n'roll, évidemment. Ah ouais, ok. Et toi, Régis, tu as déjà réfléchi à cette question Ouais, je donnerais ma vie pour aucun emoji et même pas pour tous les emojis, sauf peut-être l'emoji donut. Ok, d'accord, que je t'ai jamais vu utiliser, donc ok. Plus sérieusement, les garçons, je vais vous laisser me cuisiner sur la question, mais j'aimerais qu'on commence par vous, c'est quoi ? Alors déjà, avant de vous demander quels sont vos modes de veille professionnelle, est-ce que vous pensez, je parlais de Gérald Thiraud, de la veille de Gérald tout à l'heure, pour lui, la veille professionnelle, c'est un des grands piliers du développement professionnel. Plutôt d'accord avec ça, où on se développe très bien professionnellement et on conserve une forme de vitalité professionnelle, qu'on soit formateur ou autre, en se passant d'une veille professionnelle et informationnelle. Alors moi, personnellement, moi, j'ai pas de veille organisée. Très clairement. Tu vois, d'ailleurs, quand j'ai lu cette chronique avant que tu la lises aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent maintenant, tiens, je me suis dit, c'est peut-être un truc que je pourrais faire, tu vois. Mais je pense que là, pour le coup, maintenant, là, que j'ai réfléchi un peu, je pense qu'il y a une question de, moi, pour l'instant, de par un parcours universitaire assez classique avec doctorat, postdoc, un premier poste, un deuxième poste. Enfin, tu vois, en fait, j'ai jamais été suffisamment installé longtemps dans un job pour que, en fait, j'ai pas les projets qui me tombent dessus qui font que, en fait, j'ai des infos à aller chercher et que je me nourris, en fait, comme ça, sans me sentir installé dans un truc où j'ai l'impression d'avoir besoin d'être nourri un peu par des choses spontanées, en fait. Voilà. Ok, merci. Jean-Philippe, de ton côté ? Ouais, j'allais répondre plutôt oui à ta question, hein, si on s'en rappelle. Donc de à quel point ça peut structurer les choses et à quel point ça peut être vital professionnellement. Ouais, moi j'ai quelque chose de moins structuré que toi. Mais qui peut avoir quelque chose de plus structuré que toi? Je ne suis pas sûr que ça existe. Mais je trouve que ouais, c'est hyper important. Donc notamment de choisir les bons outils pour faire la bonne veille au bon moment. C'est un peu les classiques, mais c'est l'idée là. Par contre, j'avoue que parfois je me laisse submerger. C'est-à-dire autant mes outils de veille automatisés, ils sont là, ils sont en place, et c'est parfois le décryptage que je peux en faire et comment je le place dans ce qu'on appelle nous nos pépites ou les pépites professionnelles. Donc là, parfois, je me laisse un petit peu dépasser. Donc les outils automatisés, ils font super bien le travail. Quand je dis outils automatisés, tu l'as dit, mais on peut peut-être le dire aux auditeurs. Hein, tu parlais d'InnoReader, qui est un agrégateur de veille en fait, qui fait remonter les éléments, les flux RSS auxquels on est abonné. Et autant ça fonctionne bien. Moi, j'ai aussi quelques infolettres qui me permettent de faire ma veille, ou newsletter si on préfère pour le coup. Et donc c'est un peu la dichotomie entre ces outils bien réglés à point pour ce que je veux en faire et ce que j'en fais réellement parfois. Et voilà, il y a un décalage, on va dire.
Jean-Philippe, je t'embête en te demandant, même si elle est imparfaite, inégale, et quels sont tes modes de veille à toi? Ouais, mais j'en ai quelques-uns parce que en vrai, déjà, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est que j'ai un certain nombre de sites web que je vais régulièrement checker. Mais d'ailleurs, souvent, ma veille perso et pro a tendance à se mélanger un peu. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je peux vite aller sur Le Monde. Et puis je vais forcément jeter un œil un peu plus particulier à tout ce qui est Le Monde éducation, c'est-à-dire vraiment la page qui est avec que les trucs éducation. Pareil, je vais très facilement aller pour voir un peu les trends. Je trouve que The Conversation est vraiment bon pour voir les résultats de recherche. Alors parfois qui concernent pas du tout mon domaine, hein, donc, mais qui m'intéressent quand même, qui me stimulent. Mais je trouve que The Conversation est vraiment très bon pour pousser en avant dans un truc plus vulgarisation, mais le ou les quelques résultats de recherche qui sont un peu à la mode, quoi. Et puis parfois ça tombe sur des trucs en éducation et je trouve ça intéressant parce que là pour le coup après derrière ça cite des trucs, là tu peux aller lire la littérature scientifique. Et puis après de toute façon moi je suis inscrit à des listes de type de l'association française des maîtres de conférences de sciences de l'éducation, de un peu l'équivalent en Suisse, et puis voilà tu vois passer toutes les publications, pareil des associations canadiennes qui recensent de veille justement, puis qui recensent les derniers numéros de certaines revues, les certaines thèses de certaines universités. Donc forcément tout ça je check, mais en tout cas il y a rien de vraiment systématisé, quoi. Tu vois, c'est des mails, je me sens pas très bien quand je les ouvre pas et que je les regarde pas correctement, mais en même temps des fois ça m'arrive quand même de pas les regarder correctement, quoi. L'hypothèse de cette chronique, merci Jean-Philippe, c'était quand même se dire, les garçons, est-ce qu'il est possible d'assurer une veille informationnelle efficace via un réseau social? Et je précise en 2024, parce que j'ai connu un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais où je trouve que les algorithmes étaient pas les mêmes, que l'usage des réseaux sociaux était pas les mêmes, la fréquentation, ça fait tellement supérieur de dire ça, la fréquentation était pas la même, et du coup beaucoup plus simple. Là, j'y reviens une quinzaine d'années plus tard et ça me semble beaucoup plus compliqué de mon côté. Vous l'aurez compris à travers ma chronique. Régis, toi, utilisation des réseaux sociaux pour une veille informationnelle structurée? Non, absolument pas du tout les réseaux sociaux. C'est vrai que tu parles d'un temps que les moins de 20 ans. Il fut un temps où sur le réseau social, le petit oiseau X, qui s'appelle X maintenant, il y avait, voilà, pas les mêmes algorithmes, mais on pouvait peut-être faire une certaine veille, on va dire qualitative, où il y a beaucoup de choses qui y passaient. Là, tu parles de LinkedIn, mais effectivement, réseau social plus professionnel, et en même temps, il y a eu beaucoup de transfuges de Twitter, justement, avec tout ce qui s'est passé. Donc, ça a aussi changé un petit peu les publications qu'il peut y avoir. Non, moi, j'y arriverai pas. Je sais sur les réseaux sociaux, en tout cas, une veille. En tout cas, ce que j'y vois passer quand j'y mets le nez, m'encourage pas à faire une veille, en tout cas que par là. Mais j'ai hâte d'avoir ton résultat au bout de tes 21 jours pour que tu nous dises. Ouais, grand plaisir. Je pense que je ferai un post LinkedIn pour donner les résultats de ce challenge. Jean-Phi, même si j'ai une idée de quelle va être ta réponse, réseaux sociaux égale veille informationnelle? À fond, moi je fais que ça. Non, il me tend une perche parce que d'ailleurs, je me rappellerai pas l'épisode, mais il y a encore pas si longtemps, j'ai fait une chronique sur c'était celle sur les avatars, je crois, où j'ai fait un peu mon autoconfession. Ouais, j'ai un gros problème avec les réseaux sociaux dans leur ensemble. Donc, j'y suis rentré à l'époque où ça a commencé, un peu les débuts de Facebook, tout ça. Puis après, j'en suis parti, j'y suis jamais revenu. Donc non, pas du tout. Et encore moins pour des raisons professionnelles, réseaux sociaux, non. Ok, merci Jean-Philippe. Régis, j'aimerais quand même, avec les quelques minutes qui nous restent pour cette chronique, qu'on essaie de sauver le soldat LinkedIn, le soldat à la cravate bleue, LinkedIn ou autre réseau social à usage professionnel. Je vais beaucoup citer Gérald Thiraud, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup entendu et je l'ai beaucoup lu ces derniers temps, et il parlait du réseau social professionnel comme d'une grande machine à café virtuelle. Est-ce que toi, tu abondes dans cette métaphore? J'ai pas cette pratique-là. Alors c'est vrai que je mets quelques posts, moi, autour de notre podcast, ou quelques posts professionnels sur LinkedIn, qui a peut-être cette différence par rapport aux autres, où tu es sans pseudo, en tout cas voilà, généralement sous ta propre personne, et comme il joue aussi ce rôle un petit peu de CV, sur tes activités professionnelles.
Donc forcément, il y a un côté peut-être plus quali et plus professionnel des publications, mais moi je l'ai pas du tout comme la machine à café virtuelle. C'est-à-dire quand est-ce que j'y vais, c'est quand je vois que j'ai un petit quelqu'un qui me demande, alors je sais même pas comment on dit sur LinkedIn, hein, tu vois, en ami, non, comment on dit, toi qui es maintenant un expert au bout de 14 jours, qui veut se connecter à toi, donc c'est là que je vais voir un petit peu quelques posts, mais il m'arrive effectivement de faire remonter dans mon pocket un post qui m'intéresse, mais j'y passe tellement peu de temps sur ce réseau social et sur les réseaux sociaux en général, hein, que je peux pas dire du tout qui me sert le moindre du monde pour faire un peu de veille. Jean-Philippe, j'entendais dernièrement dans Un Monde Nouveau sur France Culture un débat autour des réseaux sociaux vertueux. Voilà, on parlait de Blue Sky, on parlait de Mastodon. Est-ce qu'il existerait dans ton univers, Jean-Philippe, un réseau social capable de te réconcilier avec ce média-là et notamment dans le cadre d'une activité professionnelle? En une petite minute, on me signale dans l'oreillette. C'est une bonne question. Certainement. Alors, en fait, c'est le bout de ta question qui me fait dire peut-être, c'est l'aspect professionnel. C'est-à-dire que moi, je pense que ce qui me pose le plus de problèmes dans les réseaux sociaux, c'est les algos, c'est les égos, ça rime en go. Donc voilà, si c'est quelque chose vraiment pour du partage d'informations essentiellement uniquement constructive, ce que je trouve pas être le cas sur LinkedIn en l'occurrence, que sur lequel je suis allé parce qu'on m'a forcé à le faire dans un précédent taf. Voilà, donc faut jamais dire jamais, mais à ce stade, on m'a pas présenté de truc où je me suis dit ouais, c'est ça que je veux, quoi. Bon, vous l'aurez compris, merci Jean-Philippe pour ta réponse. Les réseaux sociaux n'emportent pas l'enthousiasme de nos deux podcasteurs qui continuent à pratiquer une veille, aléatoire ou non, plutôt via des agrégateurs de flux RSS, des newsletters et autres mails autour de publications académiques. Merci les garçons pour vos retours autour de votre veille informationnelle. Je vous propose tout de suite qu'on aille sur la deuxième chronique de ce CQLP spécial Nipédu avec la chronique de Régis. Chronique numéro 2. Le laboratoire du changement. Alors dans cette chronique, les gars, je vous invite à explorer un dispositif que je mets en place et perso, je trouve fascinant, ça s'appelle le laboratoire du changement. Alors je vous propose qu'on plonge ensemble dans les méandres de ce labo pour comprendre comment il pourrait transformer des pratiques pro et institutionnelles et notamment dans le domaine de la formation. On n'est pas dans ce podcast pour rien. Alors pour faire simple, ce laboratoire du changement, il a été conçu par un chercheur finlandais qui s'appelle, je sais pas si je le dis bien, Yrjö Engeström, et il s'inscrit dans le cadre de la théorie de l'activité, de l'apprentissage expansif, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. L'objectif, d'une manière très simple et générale, pour présenter les choses, c'est de provoquer un apprentissage collectif et profond qui reconfigure les pratiques et qui ouvre des nouvelles perspectives d'action. Alors, je vais pas pouvoir entrer dans tous les détails de ce laboratoire du changement, et donc j'ai choisi de me focaliser dans cette chronique sur un triptyque fondamental qui est utilisé dans ces séances de labo du changement, qui sont les modèles, les outils et les miroirs. Et je vous en dis quelques mots de chaque pour qu'on comprenne bien. Alors, les modèles, ils sont au cœur de ce laboratoire et ils représentent les concepts, les théories qui guident l'analyse et la transformation des activités en jeu. Et ces modèles, ils vont permettre de modéliser, de modifier les pratiques qui existent déjà, d'identifier les contradictions et les tensions, ça c'est un point important, dans l'idée de concevoir des solutions nouvelles, des solutions innovantes, on va dire. Par exemple, dans le domaine de la formation professionnelle qui nous occupe, un modèle, ça pourrait permettre d'analyser les interactions entre les formateurs, les apprenants et les commanditaires pour révéler un peu les points de friction et proposer des pistes d'amélioration dans les actions de formation. Personnellement, moi, je me sers du système d'activité qui est issu de cette théorie de l'activité et qui confronte différents pôles, les formateurs, les instruments utilisés par ces formateurs, les formations produites, la division du travail entre les différents pôles et la communauté et les règles en vigueur pour la production de ces formations. Deuxième élément, donc les outils. Alors, de ce côté-là, ce sont les moyens pratiques et ou technologiques, on va dire, qui vont faciliter l'expérimentation et la mise en œuvre des modèles théoriques. Alors ces outils, ça peut être des logiciels, des méthodes de feedback, je peux vous citer des techniques d'évaluation ou simplement un process interne de mise en œuvre au sein de la structure de formation. Dans notre exemple de formation pro, un de ces outils, ça pourrait être une plateforme numérique qui permet de suivre les progrès des apprenants, ça pourrait être une charte du formateur ou un conducteur de formation.
Et enfin, un troisième élément de ce triptyque, ce qu'on appelle le miroir, ou plutôt les miroirs, et c'est à prendre au sens premier comme un miroir qui réfléchit, quelque chose de réflexif. Et là, ça va permettre aux participants du laboratoire du changement de visualiser et d'analyser leur propre activité et d'en refléter littéralement les activités. Ces miroirs, ils jouent un rôle vraiment crucial dans ce processus d'apprentissage expansif, puisque c'est eux qui sont censés, en tout cas, offrir une rétroaction continue et en facilitant la prise de conscience des pratiques et des dynamiques en jeu par ces formateurs. Par exemple, dans notre contexte, un miroir, ça pourrait être la captation vidéo d'une séance de formation à distance, pourquoi pas en présence aussi, un tableau de bord qui affiche les retours des formateurs et les dysfonctionnements identifiés, ça pourrait être une analyse quali, moi c'est ce que j'ai fait par exemple des échanges pendant des focus group entre formateurs où on parle de sa professionnalité. Et donc avec ce triptyque, vous imaginez le process est un peu plus complexe que ça, mais en tout cas, le laboratoire du changement, il fonctionne à travers un cycle itératif et dynamique. C'est ça que Hirsch Engelström appelle l'apprentissage expansif. Alors, les participants, ils commencent par utiliser les modèles issus de la recherche pour diagnostiquer les problèmes, pour formuler des hypothèses de changement. Ils mettent en œuvre ces hypothèses à l'aide d'outils, des outils existants ou qui vont produire à dessein, et ils utilisent les données, les miroirs pour observer, évaluer les résultats de leur propre activité, et c'est ce processus réflexif qui va permettre d'ajuster les actions en continu, d'approfondir la compréhension des phénomènes qu'on va étudier. Pour complètement illustrer le fonctionnement de ce laboratoire du changement dans le domaine de la formation pro, on va faire un petit exercice de pensée. Allez, on imagine un centre de formation qui est confronté à des défis liés à une transformation d'ampleur, avec l'intégration de nouveaux process par exemple, ou une volonté de professionnalisation de ses personnels, et en appliquant des sessions de laboratoire du changement entre formateurs, ces formateurs, ils pourraient commencer par élaborer un modèle de leur ingénierie pédagogique actuelle, des attentes liées au changement, ils identifieraient les points de blocage, des options pour dépasser ces blocages, c'est comme ça qu'il dit Engelström, c'est pas les résoudre, c'est les dépasser, avec des marges de manœuvre dont ils disposent pour proposer des opportunités d'amélioration et leur marge de liberté. Pour cela, ils utiliseraient quoi ? Des outils pour tester ces nouvelles approches. Pourquoi pas, un exemple, ce que j'utilise, moi, un kit de scénarisation pédagogique, et les miroirs tels que les analyses qualitatives des entretiens qu'ils ont pendant ce laboratoire du changement ou des questionnaires autour de leur pratique pro, permettent d'affiner les pratiques et d'évaluer l'impact des changements. Bon, là, j'avoue, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite ou infortuite pour ceux qui écouteraient ce podcast. Alors pour moi, ce qui rend si puissant ce laboratoire du changement, c'est sa capacité à combiner théorie, recherche et pratique, j'ai l'impression de manière fluide et intégrée. Les modèles, ils offrent la base théorique solide, les outils permettent une mise en œuvre concrète, et les miroirs, ils font le lien entre les deux en donnant une rétroaction approfondie. De quoi proposer un environnement propice à l'apprentissage collectif et à une transformation dans la durée. Enfin, c'est l'ambition en tout cas, on va dire. Et je vous avoue qu'en rédigeant cette chronique, j'ai réalisé, je suis allé chercher, c'est la 3e fois que je parle de cette théorie sur différents pans, que j'arrête pas d'approfondir là depuis 3 ans. Je vous encourage à jeter une oreille. On est chez CQLP, mais vous pouvez aller écouter aussi Nipédu, l'épisode 117, où j'en parle un petit peu, et l'épisode 5 de cette saison, là, de 2020, où vous aurez différentes briques. Mais pour commencer nos échanges, les gars, je vais commencer par une question. Alors, si d'aventure ma présentation était suffisamment parlante, je sais pas, vous me direz. Vous ne trouvez pas que le laboratoire du changement, et je commencerai par Jean-Phi, c'est un excellent moyen de diffuser, d'intégrer, je dirais même presque d'incorporer la recherche dans les pratiques par les praticiens eux-mêmes? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Phi? J'en pense que dans la manière dont tu le présentes là, dans sa structure un peu générique, et puis la manière dont on pourrait utiliser cette structure pour, comme tu l'as si bien dit, intégrer des théories de nature assez différentes, certaines sur des aspects organisationnels, au sens de groupes de personnes, des choses peut-être sur du contenu plus technique ou ce genre de choses. C'est clair que c'est assez séduisant. Après, je pense que je ne sais pas combien de fois tu m'as entendu dire cette phrase, mais souvent en ce qui concerne l'articulation recherche-pratique, le diable se cache dans les détails. Donc en fait, c'est toujours dans la manière dont on va réussir ou pas à traduire un peu des idées théoriques et puis à faire en sorte de s'assurer que la manière dont elles sont traduites dans la pratique, tu vois, qu'on continue à appeler un chat quand on essaye de formaliser une idée par une pratique, quoi. Et c'est souvent là-dedans que, donc du coup, en soi, je peux pas adresser cette critique au modèle. Le modèle, il est séduisant, on dire, on a une théorie qu'on essaye de faire incarner par des outils et puis
on se regarde, incorporer ça et voir comment ça marche, et puis on fait des itérations, etc. Mais j'en aurais une autre, moi, qui me plaît bien, mais je vais laisser Fabien parler d'abord. Je vais la garder dans mon escarcelle. Allez, Fabien, de ton côté? Non, mais moi je vais revenir au niveau des pâquerettes parce que au niveau beaucoup plus pragmatique, parce que pour ne rien cacher, ça fait longtemps que Régis me parle d'Engelström et de sa vision de la théorie de l'action et de comment Régis, toi, tu le mets concrètement en place avec ton équipe. Sur des aspects purement pratiques, moi, il y a deux choses qui m'interrogent. C'est une, comment est-ce que avec le run d'une équipe, tu parlais d'un centre de formation, admettons, est-ce que avec les contraintes du quotidien qui sont celles d'un centre de formation, comment est-ce que tu dégages du temps pour ce laboratoire du changement? Et la deuxième des choses, c'est que en mode un peu supervision ou facilitation, qui anime ça? Parce que est-ce qu'il faut être docteur S théorie de l'action pour pouvoir animer ces groupes? Est-ce qu'il faut être dehors dedans? Toi, j'ai cru comprendre que tu étais l'animateur et en même temps, tu as une posture de manager dans ce dispositif. Enfin, tout ça, ça me semble assez complexe. Tu vois, la contrainte de temps, la contrainte de personnes, la contrainte d'expertise. Moi, demain, si j'ai envie de mettre en place ces laboratoires du changement au sein de mon équipe, comment est-ce que je m'y prends? Ouais, c'est une super question, parce que alors derrière la complexité, tu vois, moi je vois tout l'intérêt de la chose. Alors pour le coup, moi, pour dire les choses complètement, c'est dans le cadre d'une thèse, donc c'est particulier puisque on va dire que il faut mener les observations, les données miroirs vraiment jusqu'au bout scientifiquement. J'imagine très bien, et pour avoir lu pas mal de livres, soit d'Engelström, soit de personnes qui mettent en place que il y a forcément différents niveaux de mise en place et selon le degré de scientificité dont on a besoin en bout de chaîne. Donc ça, c'est une première chose. Donc je pense qu'il y a des versions light, je sais pas comment le dire. En tout cas, je vois très bien ce que je pourrais en faire et ce que je continuerai à en faire, même au-delà de mon usage dans le cadre d'une thèse en particulier. Et quand tu parles sur le côté, oui, dans le flow de travail habituel d'une équipe, pour donner les éléments très très concrets, moi ce que je mets en place, ce que je suis en train de mettre en place et qui est en train de se dérouler, c'est des séances d'1h30. Je vais commencer par 6. Engelström, lui, propose entre 3 et 12. C'est généralement plutôt autour de 10. Mais tu vois, ça me paraît pas aberrant que dans l'idée de professionnaliser son équipe, qu'il y ait des séances comme ça d'1h30 toutes les 2 semaines. L'objectif, c'est aussi de professionnaliser les équipes. Donc, ça rentre plutôt bien. Il y a un biais dont tu as parlé et dont il faut que je parle effectivement, c'est le fait d'avoir à la fois la casquette du chercheur et du meneur de ces sessions. Enfin, c'est pas un biais puisque dans le dispositif que Engelström propose, c'est souvent comme ça. C'est un chercheur parfois accompagné d'un personnel de l'équipe qui co-gère l'animation. Ça, Jean-Philippe en parlerait mieux que moi de comment lever ces biais et comment les intégrer dans ses analyses. Donc voilà, pour répondre un petit peu à tes questions. Si j'oublie pas un point, il me semblait qu'il y avait un troisième truc, mais je l'ai oublié, Fabien. Non, mais là globalement, tu as. Ouais, non, mais t'as couvert les 3 questions sur l'ensemble de ta réponse. Mais alors, Reg, moi, du coup, parce que je te sens très, très dithyrambique, mais est-ce que il y a quand même des limites que tu perçois au dispositif? Ouais, il y a plein de limites, effectivement. Là, le but de la chronique, c'était un peu c'est ce que je disais, je vous présente que l'élément avec ces fameux triptyques. Il y a d'autres rouages dans cet engrenage-là. Mais ce qui me séduit, en fait, ce qui fait le côté peut-être dithyrambique dont tu parles, c'est le fait de partir des choses qui coincent. Et ça, je trouve, c'est passionnant, du coup. C'est ce qui fait aussi, et ça répond, voilà, peut-être à un point, Fabien, dont tu parlais, de comment aussi enrôler les équipes dans ce dispositif-là. Ce qui marche assez bien, c'est le fait on part par le fait de dire, on va se dire tout ce qui marche pas sur les différents pôles, formation, le sujet, la communauté, etc. Et de devoir dépasser ça, mais rien que le fait de les exprimer, de les poser, de les écrire, d'en parler. Engelström, il en parle aussi, le côté émotionnel des choses qui est important pour les dépasser, déjà les conscientiser, les conceptualiser et tenter de les dépasser. Alors j'avoue que j'espère ne pas être trop dithyrambique et trop perdre ma casquette de chercheur, parce que il y a effectivement aussi le fait que d'en tirer scientifiquement des données complètement exploitables, c'est là où je me frotte un petit peu au côté dur de la chose, Jean-Philippe, tu vois, et notamment le fait de l'analyse qualitative des échanges pendant ces séances. C'est une des données miroirs qui est utilisée.
Bon, ben là, il faut être ultra précis, savoir exactement sur quel point on veut travailler pour voir s'il y a progression. Et comme toujours dans ce genre de dispositif en sciences humaines, on s'appuie sur quelques personnes, sur du discours, ce qui est le cas généralement dans ce genre de recherche-là. Mais c'est une des limites forcément, quoi. Du coup, ça veut dire qu'il peut pas y avoir des indicateurs que tu pourrais imaginer créer qui soient vraiment spécifiques à la situation et justement au point de tension identifié. Enfin, tu vois, essayer de, je sais pas comment dire, trouver là encore, en fonction de ce que tu essayes de travailler avec des points de tension qui ont été soulevés dans le milieu professionnel dans lequel tu travailles, tu vois, des indicateurs autres, tu vois, pour, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, voir que suivre le nombre de réunions qu'il y a par semaine, ou enfin, tu vois, quelque chose que tu pourrais quantifier comme ça, c'est pas du tout quelque chose qui est proposé, quoi. Si. Ça, alors, je saurais pas te donner plus de détails pour le moment parce que c'est là où j'en suis, mais moi, je vais travailler sur les traces. On va les appeler comme ça, hein, les traces des formateurs et comment elles évoluent. Et par exemple, une des traces, c'est est-ce que, à travers ce laboratoire du changement, les conducteurs des formations, des formateurs qui participent à ces séances bougent, évoluent, tu vois, se transforment. Donc, c'est ce genre de traces concrètes là qu'il faut que j'analyse, mais là, je saurais pas t'en dire plus pour l'instant parce que j'ai pas encore affiné cette notion-là. C'est la chronique recherche normalement de Jean-Phil, là, hein, pardon. Ouais, t'inquiète, on va tirer le filon, Non, je sais pas, je regarde. Oui, on a encore un tout petit chouïa de temps. J'aimerais juste te poser une question à toi, Jean-Phil, sur, tu en parlais avant, hein, et c'est une problématique, c'est-à-dire que les ressources qu'on va utiliser scientifiques, il y a toujours cette question effectivement du choix de la bonne ressource. Mais toi qui es un vrai chercheur pour le coup, derrière bonne ressource, est-ce que c'est le fait aussi de faire un choix, justement, de se dire je choisis cette ressource pour m'appuyer dessus et de fait, pour moi, c'est la bonne ressource. Tu vois, au-delà du fait de sa qualité scientifique qui est forcément là quoi qu'il arrive, puisqu'on tape dans des ressources scientifiques, des ressources de chercheurs. Alors après, je pense que là-dessus, tu m'as déjà, enfin, tu vois, je serais le premier à dire que dans la recherche, c'est comme partout, quoi. Il y a à boire et à manger, hein, vraiment. Puis en plus, alors je vais te dire, je crois que, en fait, je vais parler du milieu que je connais parce que je peux pas dire, mais dans la recherche en éducation, ça, pour le coup, j'en suis sûr et je suis pas le seul à le dire. Il y a à boire et à manger. Donc, le fait de taper dans des revues scientifiques ne te protège pas de pouvoir tomber sur des choses qui sont parfois de qualité plus que discutable, quoi. Et après, par rapport à ta question de manière plus générale, je sais pas comment, moi j'aurais plutôt tendance à dire que je fais l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas une question de trouver la ressource qui va faire écho avec enfin je sais pas comment dire, le problème que j'ai ou ce que je dois faire, c'est plutôt les bonnes ressources que j'ai trouvées parfois qui ont vraiment cristallisé des compréhensions que j'ai de certains phénomènes, par exemple sur l'apprentissage et l'enseignement, puisque c'est vraiment mon dada, toi. Mmh. Et en fait, c'est quand je vais me retrouver face à des situations, je vais plutôt avoir envie de retourner dans ces modèles ou dans ces ressources et de me dire, mais tiens, comment ils se positionnent face à ce problème-là, tu vois, plutôt que de repartir un peu de zéro sur des choses en particulier. Mais ça, c'est aussi le fait que après, quand tu fais de la recherche, Ouais. tu commences dans un champ et que après tu restes dans ce champ-là, et à mesure, même si bien sûr, hein, il y a encore des publications qui sortent tout le temps sur ces champs-là et que tu continues à affiner ton point de vue, il y a quand même un espèce de fond de commerce qui est assez stable, quoi. Écoute, je prends ça comme un conseil au bébé chercheur que je suis. Merci Jean-Phil. Écoute, avec plaisir. Chronique numéro 3. De la recherche à la formation. Bullshit ou pas bullshit ? Alors, au sein de Nipédu et en tant que professeur associé dans un institut de formation des enseignants, de la scolarité obligatoire, je suis présenté souvent, et puis vous l'avez déjà entendu ce soir, comme le chercheur en éducation de la bande. Ça en jette, hein. Ils sont vraiment sympas, les copains. Mais dans les faits, le propre du chercheur, et comme je le disais il y a encore juste une minute, c'est d'être un spécialiste d'un champ en particulier. Et il n'est pas toujours très aisé pour moi de remplir ce costume de chercheur-podcasteur sur des sujets qui ne sont pas forcément les miens. Mais alors là, aujourd'hui, je dois avouer que je suis pris d'un sacré syndrome de l'imposteur en arrivant chez CQLP. Sérieusement, je lis les intitulés pro de Jérôme Lionel et Nicolas, en fait, je les comprends pas. En fait, hors de la formation scolaire ou académique, je n'ai tout bonnement aucune expérience de la formation professionnelle.
Alors en général, quand on prend un micro, c'est que l'on pense avoir la légitimité suffisante pour transmettre quelque chose à la personne qui nous écoute, et à squatter le canapé de CQLP, je me suis bien demandé si je n'allais pas juste m'ouvrir une bière et allumer Netflix. Alors, heureusement pour moi, je me suis rappelé avoir croisé sur ma route un champ de recherche que je sais avoir eu un beau succès bien au-delà des cercles académiques, le knowledge management, que l'on doit au japonais Ikujiro Nonaka et Hirotaka Takushi. Alors, le point de départ est juste génial. Alors, spoiler alert, la fin un petit peu moins, mais au milieu. En gros, c'est cette idée que lorsque je prends une organisation à un instant T, elle dispose, grâce à l'ensemble de ses ressources humaines, d'un capital de connaissances qui pourrait risquer de s'amoindrir à chaque départ d'un membre de l'organisation. Et s'il y a des connaissances qui peuvent être assez faciles à formaliser, donc à rendre indépendantes des individus, d'autres posent des défis bien plus grands. Alors, un peu naïvement, on pourrait regrouper ces connaissances sous l'expression du tour de main. Que vous ayez opéré sur une machine ou dirigé une équipe, même instable pendant 30 ans, vous avez incorporé des gestes professionnels extrêmement difficiles à expliciter pour vous qui en êtes spécialiste. Pour appuyer leur modèle, Nonaka et Takushi invoquent des travaux en philosophie sur les connaissances tacites. Il y a des choses que l'on sait et qu'on ne peut pas dire, en dirait le théoricien Michael Polanyi. Mais tout en s'inspirant de lui, c'est pourtant cette même thèse que nos auteurs japonais vont sous-estimer. En effet, même s'ils s'accordent avec le philosophe sur la difficulté de rendre certaines connaissances explicites, ils ne doutent pas pour autant du fait que cela soit toujours possible. Ils œuvrent ainsi au développement d'une procédure en plusieurs étapes itératives, qu'ils appellent la spirale des connaissances, qui permettrait à l'entreprise d'outiller leurs employés pour que ces derniers rendent explicite tout ce qu'ils et elles savent, et ainsi, bien évidemment, pouvoir le transmettre aux nouvelles et aux nouveaux venus. Or, Polanyi défendait bel et bien que malgré tous nos efforts, certaines connaissances résisteraient toujours, et ce, à au moins 2 titres. Alors, je vais prendre un exemple du quotidien. Pour faire du vélo, beaucoup d'entre nous l'ont oublié, mais notre corps a besoin d'apprendre comment rester en équilibre alors que la vitesse est encore insuffisante pour nous aider à maintenir cet équilibre. Est-ce que vous seriez en mesure d'expliquer cela à votre enfant ? Et il y a plus encore. Lorsque vous êtes un cycliste aguerri, il y a tout un ensemble de micro-gestes que vous régulez constamment. Vitesse de pédalage, rotation précise de votre guidon, inclinaison dans les virages, votre regard, votre respiration même. Et c'est précisément cette synchronisation continue des parties d'un acte total que Polanyi pense impossible à rendre explicite. Plus banal encore, sauriez-vous mettre des mots sur la manière dont votre pensée se transforme en parole lors de votre plus ordinaire conversation de comptoir ? Vous l'aurez compris, je suis plutôt Polanyi que Nonaka et Takushi. Et certainement influencé par cet exemple, mais aussi par quelques formations que j'ai moi-même suivies, notamment de team building, ou encore des bribes d'informations attrapées ici ou là, auprès de mes proches évoluant dans la sphère des formations en entreprise, je dois bien avouer avoir développé cette impression que la formation professionnelle avait vite tendance à embrasser des idées très séduisantes de prime abord, mais que le caractère nécessairement opérationnel dont elle avait besoin avait presque aussitôt fait de dégrader ses idées. Ah là là, la vache, plus aucun doute, je remplis bien le costume du gars qu'il ne fallait pas inviter. Mais blague à part, n'allez pas croire que je ne pense pas quelque chose de similaire de mon propre milieu de formation. Je repense à l'émission de février 2022 de Nipédu qui faisait une recension sur l'ouvrage collectif dirigé par Benoît Galland et Michel Janos. D'ailleurs, Benoît Galland de l'UC Louvain, un Belge. Améliorer les pratiques en éducation qu'en dit la recherche. C'était le titre du livre. Et ce que bon nombre des auteurs disaient dans ce livre, c'est que chacun dans leur champ, à l'école aussi, on avait tôt fait de dire que tel modèle, telle démarche ou telle formation avait de l'effet. Mais lorsqu'on prenait le temps de regarder précisément comment semblait fonctionner le ruissellement de la rétention d'infos par les enseignants, qui devaient impacter leurs gestes professionnels effectifs pour in fine favoriser les apprentissages des élèves, eh ben les effets étaient tout bonnement indémontrables. Alors maintenant qu'on en est arrivé là, le constat que l'on pourrait faire, mais certainement trop rapidement, c'est que du côté pro comme du côté de l'enseignement, il y a une très grande peine à ce que des idées de la recherche, tout aussi géniales puissent-elles paraître, mènent à des applications en formation qui soient fidèles et ou efficaces. Et pour être presque dans l'outrance, approche par compétences, compétences transversales, ça finit toujours un petit peu en bullshit, moi je trouve tout ça, et ça me bouffe en vrai. Alors de la recherche à sa traduction en pratique, à votre avis, les garçons, il est où le problème ? Tu sais que je t'ai cité aujourd'hui dans une réunion d'équipe.
Le paragraphe de cette chronique qui parle de concepts séduisants qui sont dégradés par l'opérationnel, j'ai adoré, et du coup ça a fait l'objet d'une discussion parce que je vois bien le côté de on arrive en formation, on a le concept waouh, on va en parler aux gens, et puis finalement il va se cogner au réel et à l'opérationnel, et il va sinon être dégradé, au moins ne pas exister. Moi je le prends plutôt de l'autre côté. Je trouve que le meilleur moyen d'intégrer ces concepts-là, c'est de partir d'une problématique opérationnelle et de convoquer ces concepts-là. Et tu vois, pour moi, ils sont unis, ils sont efficaces, ou en tout cas, ils sont rendus efficaces et efficients quand on est plutôt dans cette dynamique-là, c'est-à-dire d'apporter le bon concept au bon moment comme une hypothèse de réponse à une problématique que se poserait une équipe opérationnelle. Et ça me parle plus, tu vois. En fait, il s'agissait de storytelling ce matin. On parlait de la place du storytelling en formation. Et tu peux arriver, je vais boucler avec ma chronique LinkedIn où j'ai vu passer pas mal d'infographies sur c'est quoi le storytelling en formation. Bon, au-delà d'être des contenus, à mon avis, un peu légers et qui sont là pour faire du post, et c'est très bien et c'est beau, et t'as des belles infographies façon HEC Montréal. Ça vaudra toujours moins que de te dire à un moment j'ai identifié un problème de formation et je comprends que dans ma boîte à outils j'ai potentiellement le storytelling pour y répondre, et là je tente des trucs, et tu vois, et dans ce sens-là, alors peut-être parce que moi je viens de l'opérationnel, mais ça fait beaucoup plus sens que de subir une formation où on va me parler d'un concept, quoi. Ouais, mais alors du coup tu vois, typiquement avec l'exemple que tu donnes sur le storytelling, c'est quand même je sais pas comment dire, je sais pas quel mot tu voudrais utiliser, notion, concept, ou tu vois, c'est quelque chose qui a peut-être moins de marge à être dévoyé ou galvaudé que par exemple, tu vois, si tu parles de connaissances tacites par exemple, enfin tu vois, où du coup ça peut être beaucoup plus touchy déjà de se mettre d'accord sur c'est pour ça que je citais aussi les approches par compétences ou ce genre de trucs, mais tu vois, ça peut être vachement plus touchy de te dire ou d'ailleurs on peut repenser à Régis, hein, tu vois, tu prends un modèle tu vois comme celui-ci, enfin comme celui qu'il a évoqué, t'as plus de marge pour tomber un peu à côté, quoi, non? Ah, parce que tu veux dire que sur le modèle amené par la recherche, il faudrait l'utiliser tel quel, et on n'a pas d'écart possible par rapport à ce qu'il apporte. Bah, en tout cas, s'il y a écart, c'est-à-dire que ne pas le nier. Tu vois, quelque part, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du knowledge management. Tu vois, ce qui me gêne, c'est qu'ils citent Polanyi et qu'ils disent, bah voilà, ce gars, il a dit ça, c'est une idée géniale, et puis voilà ce qu'on va en faire. Et puis en fait, ils le détournent. Mais vraiment, enfin, puis tu vois, Polanyi, je l'ai lu, et je peux te dire que c'est pas simple. Et quand tu regardes les deux trucs, tu te dis, ah les gars, il y a un truc là, soit vous avez pas compris, soit vous faites exprès de pas en parler, mais ça joue pas, quoi. Enfin, tu vois. Et ça me pose problème, tu vois. Mais est-ce que c'est pas, j'allais dire, naturel, voire inhérent à ce genre de choses? C'est-à-dire, forcément, Fabien, il parlait d'opérationnel, tu vois, si on prenait cette dichotomie-là entre la partie opérationnelle et la partie loupe, la partie chercheur, de se dire à un moment, l'opérationnel, lui, il va avoir peut-être une théorie séduisante, intéressante, et qui résonne tout de suite avec une problématique qu'il a en tête ou qu'il est en train de vivre. Et forcément, tu vas pas avoir l'œil du chercheur et aller lire en détail pour comprendre l'entièreté de la notion. Il y a ce côté, tu vois, t'es happé par ce truc un peu séduisant, et dans la mise en œuvre opérationnelle, t'es pas un chercheur. Donc, tu vois, moi, je me mets la casquette aussi de formateur. Quand je donne des formations et que je m'appuie sur certains éléments de recherche, j'ai conscience que forcément, je les dévoie un petit peu, mais je donne la référence pour qu'ils puissent aller plus loin. Mais je sais très bien que la plupart ne vont pas aller plus loin et vont se contenter de ce petit bout-là de la lorgnette. Mais je trouve que c'est inhérent à tout ça. Je sais pas comment dire. C'est pas que c'est naturel. C'est impondérable que ce soit comme ça, non? Ouais, mais quelque part, si tu veux, la question que ça pose, c'est derrière, tu vises quoi? Là encore, l'exemple, je l'ai pas choisi au hasard. Imagine, tu soutiens que une démarche, tu vois, que tu vends à des entreprises, hein, parce que là, enfin, tu vois, j'insiste sur le mot vendre, hein, que tu vends à des entreprises, t'envoies des formateurs qui vont prendre du temps
pour que tes employés ils mettent des mots sur leurs connaissances et que mais je te jure quand tu lis Nanaka et Takeshi, il y a des démarches de malades, si tu veux, il y a dans des entreprises, ils ont sorti des classeurs par dizaines, tu vois, en pensant faire une espèce d'encyclopédie des connaissances de l'entreprise, tu vois, et que derrière ça se base sur un modèle qui dit non mais en fait arrêtez de perdre votre temps, en fait c'est pas possible. C'est pas possible de créer cette encyclopédie. Et tu vois, c'est là que ça me gêne. C'est-à-dire que la question, c'est pas tant qu'on demande au formateur qui intervient dans une entreprise de connaître Polanyi sur le bout des doigts, mais c'est au contraire aux gens qui vont vendre ce genre de démarche. À un moment, tu vois, tu peux presque te demander, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de jeter de l'argent par les fenêtres pour quelque chose que certains soutiennent en tout cas. Alors après, il peut y avoir débat, surtout sur les modèles de la connaissance et tout. Il n'y a pas de consensus enfin, voilà, c'est pas toujours facile, mais tu vois, c'est plus ça qui me gêne en fait. C'est quand on détourne et que quelque part après, il y a des gens qui dépensent une énergie folle et potentiellement un argent fou pour quelque chose que des gens te disent non mais vous m'avez mal compris en fait, c'est pas ce qu'il faut faire quoi. Et au tout début de ta chronique, alors ça peut paraître accessoire, mais tu parlais d'une je sais pas si c'était d'une efficacité, je sais plus, d'une efficacité, d'une connaissance, d'une culture qui serait amoindrie avec le départ d'une collaboratrice ou d'un collaborateur. Et c'est rigolo parce que ça boucle un peu avec l'actualité de Régis et son activité de recruteur et de recrutement. C'est un truc que j'ai jamais envisagé et que j'ai jamais constaté. Tu vois, je me suis jamais dit on perdait de la compétence avec le départ de quelqu'un. J'ai toujours envisagé les choses sur on gagne de la compétence et tu vois du renouvellement parce que on accueille quelqu'un, tout le monde connaît les rapports d'étonnement qu'on fait faire à des nouveaux collaborateurs ou collaboratrices après 1 mois, 2 mois parce qu'on se dit justement un regard nouveau et distancié va nous permettre, tu vois, de lever un peu le nez du guidon, de prendre un petit peu de distance et de réinsuffler une forme de dynamique et de fraîcheur dans le projet en cours. Et tu vois, moi j'aurais pas mis beaucoup d'énergie, enfin je mettrais moins d'énergie à savoir comment compiler des savoirs et des savoir-faire qui soient tacites ou qui soient objectivables lors du départ d'un collaborateur plutôt que de me focaliser sur quelle plus-value va amener un nouveau professionnel, une nouvelle professionnelle à travers son expérience, son regard nouveau et ce qu'il peut apporter de nouveau au projet. Mais ça, c'est ton optimisme légendaire, Fabien, de toujours voir le verre à 3/4 plein plutôt qu'à 1/4 vide, quoi. Mais d'ailleurs, enfin, Reg, ça me permet de tirer le fil. Enfin, du coup, c'était un échange en off, mais ce que dit Fabien, là, ça me fait penser à ce que t'as dit en off, toi, sur le fait que t'avais spontanément noté sur un bout de papier que, alors vas-y, raconte, parce que moi, je raconterai moins bien que toi, quoi. Ouais, non, c'est bien que tu le lances, parce que c'est exactement le regard contraire de ce dont vient de parler Fabien. Moi, il y a une pièce maîtresse de l'équipe qui arrive tout doucement en bout de carrière, quoi. Mais tout de suite, je me suis noté naïvement dans mes petites notes qu'il va falloir à un moment qu'elle transmette le tacite. Je l'ai mis naïvement comme ça. Et quand j'ai lu ta chronique, je me suis dit, j'ai vu à quel point c'était encore plus naïf, quoi. Tu vois, je me dis, en fait, elle a plein de compétences professionnelles. Et là, je te rejoins, Fabien, qui vont être renouvelées forcément par la prochaine personne qui sera recrutée à son poste. Mais elle est là depuis si longtemps et elle a tellement de connaissances tacites qui sont pas objectivables, justement, que je me dis, mais comment, alors il y a bien des solutions, je les imagine bien, mais qui peuvent pas être mises en œuvre. Je me dis, il faudrait un filage de quelques mois entre le moment où cette personne va partir et la prochaine va arriver. Ça, on sait que c'est plutôt compliqué à mettre en œuvre. Donc effectivement, c'est une richesse l'arrivée d'une nouvelle personne, mais quand tu as une espèce de pièce maîtresse ou qui maîtrise des compétences que personne d'autre ne maîtrise, ce qui est effectivement un risque qui est pris à long terme dont on se rend peut-être pas compte. C'est un vrai problème, ces connaissances tacites. Ouais, alors après, du coup, c'est parfait parce que tu vois tout à l'heure là, quand on parlait du modèle d'Engelström, en fait, ce à quoi je pensais, moi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant et je pense beaucoup plus porteur quand on parle de connaissances tacites, c'est les communautés de pratique. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que il y a des choses qui ne peuvent pas passer par le langage, mais qui passent par le fait de faire en sorte que si toi t'es la personne sachante, en tout cas, que tu partages des expériences professionnelles avec quelqu'un d'autre, mais au premier chef, c'est-à-dire que cette personne, elle puisse te voir, que tu puisses œuvrer à lui faire voir. Il y a énormément de travaux, par exemple, sur la transmission des gestes. Tu vois, par exemple, les gestes du chirurgien, les gestes du charpentier, ou tu vois, et comment on transmet ces trucs où en fait tu peux pas dire, tu vois, et c'est hyper intéressant de voir, tu sais, comment ils essayent de faire expérimenter des sensations
sensation, tu vois, de dire bah là tu vois quand t'enfonces comme ça, bah tu sens que ça résiste, puis d'un coup ça devient plus mou, tu vois, puis ils essayent de mettre des mots sur des trucs mais qui en fait c'est vraiment dans le ressenti, tu vois, et ça en fait c'est en multipliant, et c'est pour ça que je pense que t'as tout à fait raison, c'est le tuilage, enfin tu vois, c'est le fait de passer du temps ensemble, de bosser ensemble, de se créer des expériences communes sur lesquelles tu vas essayer de trouver des mots mais qui viendront vraiment spécifiquement désigner les expériences que t'as partagées et pas des trucs un peu théoriques, tu vois. Ouais. Et ça me paraît beaucoup plus pertinent de plutôt tu vois, partager des expériences vraiment en termes de sensations plutôt que de dire ok maintenant tu t'assois derrière un bureau puis tu me dis comment tu fais pour utiliser ta machine ou comment tu fais pour former un enseignant ou comment tu fais pour enfin voilà. Et je crois que la cloche a sonné. Alors en somme, si j'ai bien compris les derniers échanges, il serait question d'une forme de culture d'équipe, et de culture il va être question maintenant puisque on passe directement à la reco de la fin d'émission. Alors les recos, les garçons, on sait que d'habitude Lionel, Jérôme, Nico, ils sont hyper sérieux, ils envoient du lourd, ils envoient de la reco-formation, mais vous avez profité de ce home exchange en bon français pour inverser les couverts, les savonnettes, les serviettes de bain. Vous avez mis un peu de bazar et vous êtes venus plutôt avec des recos culturels. Régis, de ton côté, toi qui as toujours de savoureuses recos à partager. Ah, écoute, savoureuse, je sais pas, mais c'est un choc culture, là, je l'ai vu il y a 2 jours, je sais pas si vous l'avez vu, La Zone d'intérêt, juste comme ça pour savoir. Fabien, pas vu encore. Très envie, mais pas vu. Ouais, donc pour donner quelques éléments, film de Jonathan Glazer, film sur l'Holocauste, qui se concentre sur la vie quotidienne de la famille de Rudolf Höss. Alors pour Fabien, qui est en train d'apprendre l'allemand, il est Obersturmbannführer. Tu vois? C'est son nom officiel. Et donc il est commandant de cet horrible camp de concentration d'Auschwitz, et avec sa famille, il tente de maintenir une vie normale et un bonheur familial, domestique, dans la petite maison champêtre qui est juste accolée à ce camp de concentration, avec piscine, véranda, petit jardin, petites fleurs. Enfin, c'est très 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 étonnant comme approche. Juste pour info, parce que moi j'ai cherché, je crois qu'ils le disent pas dans le film, zone d'intérêt, c'est le nom que les nazis donnaient à ces camps de concentration et aux alentours. D'où ce titre. Donc bon, bref, pour en venir sur le film, moi j'avais bien aimé son précédent Under the Skin, qui est un film déjà très spécial, et j'avais adoré ces clips de l'époque de Radiohead, qui, je pense, dès que je vais vous donner les titres, ils vont vous revenir en tête si vous les connaissez. En tout cas, les images, c'était Karma Police et Street Spirit. Donc c'est lui qui avait fait ces fameux clips. Et donc franchement, la zone d'intérêt, c'est un incroyable objet filmique, j'ai envie de dire. Je peux que le dire comme ça, en tout cas. Pas que pour des raisons historiques, hein, ça parle de la Shoah effectivement, mais il y a tout un concept derrière, et moi ça a bien pris sur moi, ce côté à la fois conceptuel et vrai objet artistique, plus qu'objet filmique. C'est vraiment magistral, il y a une utilisation du hors-champ, il y a un travail sur le son qui est extrêmement étrange et même peut-être dérangeant le temps d'entrer dans le film, et ça prend un bout de temps avant de rentrer dans le film. C'est ultra audacieux sur certains aspects, je parle même pas de la fin qui est... Faut vraiment le voir. Donc bon, bref, je suis pas fan des listes de films, vous savez, qu'on dit mes 10 films préférés, mes 5 films préférés, tout ça. Mais celui-là, franchement, il est entré dans mon top 10, voire mon top 5 tout de suite. J'ai la preuve, et ça m'arrive super rarement, j'ai ultra envie de le revoir très très vite. Alors, j'ai pas eu la chance de le voir au ciné, là, je l'ai vu sur plateforme, mais je pense que s'il était encore au ciné, je foncerais pour le coup. Donc, gros coup de cœur sur ce film, et pour longtemps, je pense. Donc rien à voir avec la formation, effectivement. Il le vend bien, hein? J'allais dire, il l'a bien teasé, de film, il va être aussi question avec toi, Jean-Philippe, puisque tu vas nous parler de Civil War. Ouais, sorti, je pense un petit peu près au même moment, peut-être, ou non, un petit peu plus tard, mais donc film récent aussi de Alex Garland, qu'on connaît là depuis quelques films, notamment avec Ex Machina qui avait été son premier film, et puis il y en avait eu 2 autres au milieu, dont un que j'ai pas vu,
Mais donc un gars qui fait un peu dans la SF, un peu qui tire vers l'horreur, enfin en tout cas quelqu'un qui est aussi qui manipule un petit peu les codes. Et puis là en gros Civil War, le pitch c'est une guerre civile a éclaté aux États-Unis, donc il y a des États qui commencent à faire sécession, mais là tout à fait maintenant. Hein. Et en fait on suit des journalistes. Et en fait c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas, enfin c'est un film de guerre, mais on s'intéresse pas à la guerre, on s'intéresse au journalisme de guerre. Et c'est assez passionnant parce qu'en fait, alors c'est pas du tout un documentaire, mais je pense que sur la manière dont les journalistes se positionnent par rapport au conflit, dans le sens dans la manière dont ils s'y positionnent pour prendre des photos, quoi. Je veux dire, c'est pas en termes idéologiques, c'est assez saisissant, quoi. Ça renvoie à des situations que je pense qu'on n'imagine pas. Et puis indépendamment de ça, bon, je pense que c'est aussi le but du film, hein, c'est de montrer comment une démocratie peut s'effondrer. Et puis surtout, il y a des trajectoires de personnages que j'ai trouvé hyper intéressantes, justement où il est question de transmission, de choses justement d'un art, en l'occurrence la photographie. Donc là aussi, il y a beaucoup d'implicites, de tacites, des choses qui m'ont bien parlé dans la relation entre justement une photographe chevronnée et une beaucoup plus jeune. Et puis la fin, à nouveau comme Régis, je dirais la fin du film, j'ai trouvé qu'elle était très très bien senti. Et puis voilà. Alors ça fait partie de ces films que je dirais pas que c'est un feel good movie, hein. Je pense que c'est comme la zone d'intérêt. Mais par contre, quand on l'a vu, on a l'impression d'avoir vu quelque chose qui nous a fait, voilà, qui nous a touché. Et j'ai vraiment été vraiment pris par ce film avec des très très belles images, d'ailleurs une très belle scène autour d'un feu en termes de cinématographie. Bref, voilà, Civil War. Bon, ça fait envie aussi, j'avoue. Et moi, pour ma reco, n'ayez crainte, je ferai beaucoup plus court et c'est une habitude puisque comparses sont déjà très bavards sur leur reco culturel et parce que je crois entendre Jérôme qui revient à petits pas dans l'émission pour venir vous saluer. Une passion qu'on partage avec Jérôme, je dois le dire ici, le sport qui présente la plus grande dramaturgie de tous les sports. C'est le vélo, bien sûr, puisqu'on est à 3 semaines du Tour de France et Netflix a la bonne idée chaque année depuis 2 ans de nous proposer sa série Tour de France au cœur du peloton. C'est la 2e saison et j'ai vu le premier épisode hier, ce qui nous permet de nous remémorer ce qui s'est passé l'année dernière avant d'attaquer la grande boucle pour cette année 2024. Et là non plus, c'est pas du tout feel good le vélo, les garçons. Je pense qu'il y a aussi du sang et des larmes, beaucoup, et de la souffrance, mais une autre peut-être un petit peu plus légère, quoique il y a eu un événement tragique en 2023 sur lequel s'ouvre la série, mais bon, c'est toujours aussi spectaculaire, toujours aussi rythmé, toujours aussi, on a parlé de storytelling, donc il y a beaucoup de racontage d'histoire, une série efficace, documentaire pour pouvoir se remettre en jambes à quelques jours de la grande boucle. Tour de France au cœur du peloton, c'est une série Netflix. Et ben voilà. Ouais, je trouve qu'on a bien fait de taguer la salle de bain des CQLP. Mais oui. Salut les gars, me voilà de retour. Mais ça va, vous avez bien fait ça, c'est encore bien rangé, vous avez pas trop foutu le bazar. Il s'est rendu compte de rien, tout va bien. Je viens de passer chez les voisins, ils m'ont dit, on n'a pas entendu de bruit, rien, tout va bien, donc nickel ça les gars. Donc, cool. Ça va, vous êtes bien amusés, vous avez bien profité? Bah ouais. C'est un plaisir, c'était ouais. Cool. C'est joli chez vous, moi j'aime bien. C'est Nico qui fait la déco, il aime bien, il est très pointilleux là-dessus. Donc, top, mais merci les gars, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Donc, et comme j'annonçais, chères auditrices, chers auditeurs au début, nous on prendra place dans l'appartement et dans la maison des Nipédus dans l'épisode 10 de la saison 11 aussi, où on investira les lieux chez vous les gars avec Hop, on verra. Ah ouais. Bon, ça posera, hein, en tout cas. Voilà. Mais Fabien nous a déjà donné le double des clés, hein, où il dit je laisserai la fenêtre ouverte, vous passerez par derrière. Donc
Il n'y aura pas de souci. Donc cool, merci à vous. Et donc, chères auditrices, chers auditeurs, nous, on se retrouve, on aura un épisode final de la saison, de notre saison 3 qui arrivera tout début juillet. Et on se retrouve là. Et donc, si vous aimez cet épisode-ci particulièrement, mais aussi tous les autres, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces et des petits commentaires sur les plateformes habituelles. Ça fait toujours plaisir, ça donne le sourire et ça nous aide à continuer. Faites-le aussi chez Lenny Pédu, bien évidemment, si vous ne connaissiez pas encore. Et même si vous connaissez, faites-le encore plus. Parce que voilà, ils sont, c'est super cool aussi ce qu'ils proposent. Donc voilà, un grand merci les gars. On vous réinvitera peut-être. Hein, je vais un peu faire le tour de la maison, voir si vous n'avez pas laissé des choses traîner en dessous du tapis ou tout ça. Mais voilà. Merci à vous les gars. Merci et encore à bientôt vous. tout le monde. Ouais, merci Ciao. Jérôme. Ciao les Merci, CQLP. Ciao, Gardez ciao. la pêche. Si vous aimez le podcast, dites-le à vos amis.